Bienvenue sur Boumedia dans cette nouvelle émission avec trois nouveaux invités, trois invités galactiques, trois invités 100% made in Marseille. Et oui, les invités viennent des quartiers de Marseille, aujourd'hui c'est des grandes personnalités, ils viennent d'Herbel, des Flamands, de Philippe. Ils sont là aujourd'hui avec nous, à commencer par Guy Demel. Salut Guy. Salut, bonsoir. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Moussa Masri, le numéro 10 des Flamands de l'époque, on va en parler. Non, j'étais gardien de but. Gardien en conversion. Ben. Si, après j'ai joué Philippe 10. Voilà, je savais que. Voilà. Moussa, grand acteur, réalisateur, merci, plaisir aussi merci de l'invitation. Et Madame Sabrina Agresti au courage, qui s'est mariée dernièrement en Corse. Bonjour Sabrina. Salut Omar. Voilà, Sabrina a fait venir les Américains à Marseille. C'est ça, oui. Et à Félix Fiat. Et à Félix Fiat en plus. Ça, c'était un challenge. C'était magnifique. Alors, Guy, on va. Ben vous, les invités, mes chers amis, on va commencer avec vous. Il y a un petit classico ce week-end. Alors, tout le monde dit c'est mort, il n'y a plus photo. Vous en pensez quoi? Sabrina, allez, honneur aux femmes. Mais c'est quoi le classico? Non, c'est PSG, ouais. En fait, le vrai classico, c'est Real Barça. Oui, mais en France, on aime bien piquer les bonnes idées, donc voilà. J'étais restée espagnole. Bon, tu sais que le PSG, ils ont des moyens avec les Qataris que l'OM n'a pas, et donc c'est un peu déséquilibré depuis. Oui, mais c'est comme dans la production, c'est pas parce que tu as de gros moyens que tu fais les meilleurs films. Voilà, tu vois. Bravo. Donc voilà, et je reste absolument. Non, je reste très. Comment dire, il faut supporter, parce que s'il suffisait juste d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de moyens pour faire une grande équipe, ça se saurait déjà. La preuve avec le PSG, c'est pour mes copains du PSG, c'est horrible, je viens de perdre la moitié de mes amis, mais tout va bien. Mais non, je pense, non, et puis le match n'est jamais joué d'avance, donc il faut attendre, faut les supporter et puis arrêter tous de se prendre. Enfin, moi, ce qui me contrarie, c'est que tout le monde se prend ou pour un réalisateur, on a l'habitude avec Moussa, ou tout le monde se prend pour un coach, c'est compliqué. Et puis voilà, il faut qu'ils sentent qu'ils ont tout Marseille derrière eux. Tu as joué au ballon à Félix Fiat quand tu étais petit? Non, pas du tout. Je joue au baseball, moi. Ah ouais, d'accord. Je joue au baseball, mais bon, enfin, on a grandi dans le foot. Et puis chez moi, tout le monde est très passionné, à fond. Mes oncles, mon frère. J'ai fait connaissance de ton frère sur Facebook hier, qui lui joue en vétéran en région parisienne. En vétéran, absolument, il joue en vétéran. Il est bon, il est bon. On va en parler. Moussa, alors, déséquilibré ou pas ce classico? Le déséquilibre, il est financier. Elle vient de le dire, Sabrina. Si c'est que ça le foot, ça voudrait dire qu'on arrête tout de suite. Ouais. On donne le match à Paris et puis on se voit lundi. Le foot, c'est ça, sa beauté. Et tous les sports. C'est que ça se joue sur un terrain pendant 90 minutes. Il y a un grand joueur qui est à côté de moi qui pourra te le dire. C'est que, bien sûr, ils sont favoris. C'est ce qu'on peut dire. On peut dire qu'ils sont favoris, mais le match n'est jamais gagné d'avance. Moi, je suis supporter de l'OM, donc c'est même pas la peine que tu me parles de ce qu'il y a en face, parce que je m'en fous. Exactement. Et non, moi j'y crois toujours. C'est chaque année, tu sais, on dit ils vont prendre une raclée et tout ça, et on la prend pas. Hein. Peut-être qu'on la prend dimanche. On va me traiter Les propos de Moussa sont avant le match. Une réaction sur MPG? Je pense que tout a été dit. Hein. Donc, effectivement, il y a un déséquilibre financier qui est là. Il venait de le dire. Ça fait plusieurs années que le derby, le classico a lieu. Et il n'y a pas de grands écarts. Hein. Je me rappelle même de matchs où ça s'est joué à peu de choses. Donc, bien sûr, en tant que Marseillais, on va les supporter. Effectivement, ça reste un match de foot. Il faut le jouer. On verra après le match. Par contre, je sens que le coach aujourd'hui en place côté Olympien maîtrise bien sa communication. AVB. André Villas. Je pense qu'il a été bon parce qu'il y a ce qu'on dit à la presse et ce qu'on dit dans les vestiaires. Et je pense sa sortie lorsqu'il dit que c'est pas le match de Paris le plus important. Il le dit à la presse, ce qu'il dit dans les vestiaires, c'est tout autre. Je pense que il va la guérir un peu. Il met la pression sur Paris. Mais il lève déjà un peu de pression à ses joueurs, hein, puisque là, du coup, on parle beaucoup de ce que lui a dit. Comment un coach arrive à Marseille peut dire ça, il n'a pas conscience de. Non, il lève un peu la pression à ses joueurs. Et je suis persuadé qu'il a conscience qu'une victoire marseillaise à Paris
pour son avenir, l'avenir de l'équipe et la progression au fil de la saison, c'est très très important. Bien sûr. Voilà. Il a tout compris. Il a tout compris. Il y a toujours, quand il y a un problème aujourd'hui, il faut aller chercher les sources quelque part. Les sources, c'est qu'aujourd'hui, on paye le coaching et le management de Rudy Garcia. On est d'accord. Ouais. Le Jordan, à ma vie, moi je défie quiconque de nous dire il y a 2 ans qu'il était mauvais, qu'il n'était pas bon. C'est pas un mauvais joueur de ballon, c'est un bon joueur de ballon. Cette année, moi je suis acteur de cinéma. Il y a plein de fois où j'arrive sur des plateaux avec des scènes qui sont faciles à jouer, j'arrive pas à les jouer. Pourquoi? Parce que psychologiquement, parce que dans mon lit, je suis pas bien. C'est des sports où aujourd'hui on commence à faire gaffe à ça, à la psychologie du joueur, dans quel environnement il est et comment il se sent, et familial, dans son cocon familial et à l'entraînement. Et je pense que c'est un mec qui souffre des sifflets, qui souffre de tout ça, et que peut-être il y a d'autres. On ne juge pas l'homme, même ça. Non, je parle du joueur du ballon. Même au début de saison, le match qu'il fait contre Monaco, il donne une passe décisive, tout ça, ça va bien. Après, je pense que dans la tête, il y a plein de trucs qui vont pas. Et comme le disait Guy, quand on recrute, et qui on va prendre à la place? Est-ce qu'on va prendre un mec moins fort, plus fort? Combien ça coûte? L'OM était sur Miranda, un jeune espoir barcelonais. On pensait qu'avec Zoubi, ça allait le faire. Zareta. Ça menace dans le milieu du cinéma. Ça arrive qu'un acteur il est bon et qu'il devienne moins bon, pour pas dire moyen. Bien sûr, mais tu sais. Ça dépend de plein de trucs. Bien sûr, mais tu as les plus grands comédiens, mais ça, j'apprends rien à personne. Les meilleurs chanteurs, t'es pas toujours bon, tu rentres en studio, tu dois enregistrer un album. T'as pas le truc, tu l'as pas, hein. Et ça fait pas de toi quelqu'un de mauvais, je pense. Et c'est pour ça que je te disais, on est quand même dans une société qui accable facilement. On se met rarement à la place des autres, on juge très vite, on est dans l'immédiateté de tout le temps, le jugement hâtif. Et je pense que quand on a un club comme l'OM aussi important, là je te parle de la place de l'OM dans la société. Pas l'OM, juste le sport, est-ce qu'on met un latéral gauche, droit, je te parle dans Marseille. Enfin, on a tellement besoin que le club ça aille bien. Et je trouve que c'est plus positif de les encourager que de dire justement, et puis ça, lui il est nul. Et puis, tu sais, tu rentres dans un terrain, tu te fais siffler une fois, 2 fois, 3, 4e fois, tu es sûr que le mec tu le perds. Et puis c'est comme, on travaille dans le même secteur avec Moussa, il est comédien, je suis productrice. Je te garantis qu'une fois, 2 fois, 3 fois, ton réalisateur il massacre ton comédien, et 5e fois il n'est même plus sur le plateau. C'est la vie du football. Oh, la liste est longue. C'est quand même des micro-glous, hein. Oui, mais il y a des micro-glous en fonction. En fonction, Et pas remplaçant. Et pas remplaçant. Alors Guy, on va revenir sur toi. Donc tu es né à Orsay, dans le 91, avec Jean Marlier. Je pensais que tu étais né à Marseille, tu vois. Ouais, moi aussi. Comme quoi, hein. Et tu as grandi dans le quartier d'Herbel. Ben, au début, j'ai grandi au quartier nord, nous, ça. Quartier nord d'abord, Consola, Saint-Louis, oui. Stade José Anigo, bien sûr, j'étais à Consola, 3 rue des Romanesques, Cyril Abidi, voisin, etc. Donc, ouais. Tu as connu Mengalon qu'on a reçu? Bien sûr, j'étais petit, bien sûr. Big up Jean-Luc. Ouais, président. Et puis après, on a déménagé, on est arrivé à Herbel. J'avais 11 ans. Et bon, je le salue aussi, j'ai un frère qui est footballeur, Yannick Sagbo, qui a joué à Monaco, Al City, Evian, Tonon Gaillard quand ils sont montés, et aujourd'hui qui est au Qatar. C'est beau quand même, deux frères de footballeurs. Comme ça. Joli, magnifique. Quoique toi, ton frère est acteur aussi. Hein. Oui. Ouais, donc, il a arrêté après. Il a arrêté. Il est alors, venu me voir il y a pas longtemps. Donc tu étais un joueur polyvalent, hein. Tu pouvais jouer autant milieu défensif que défenseur axial ou latéral droit. C'était quoi ton poste préféré toi? Ben, je suis formé milieu de terrain à la base. Donc déjà je commençais numéro 10, j'ai fait le chemin inverse. Il restait un peu, j'allais finir gardien de but. Il restait un peu, je finissais gardien de but. C'est plus naturel de commencer numéro 10 et de finir ailleurs, ou le contraire, tu commences... En fait tu vieillis, donc tu as moins de force. Oui, voilà, donc tu redescends. En général, tu recules. Tu vois, il y a un joueur qui s'appelait Mataos, que Moussa, je pense qu'il a pas Lotard. Il était numéro 10, il est descendu en défense. D'accord. Ah oui, mais il me semble que Dimeco avait fait comme ça, quand on avait fait les gens. Ouais, Il était quand il est arrivé, il était en début, défense. puis après il a fini. Donc tu as été recruté par un grand monsieur, Arsène Wenger, à Arsenal. Alors explique-nous alors. Bah, à l'époque, je jouais à Nîmes Olympique.
Ça faisait 6 mois que j'étais arrivé au club, donc au bout de 6 mois j'étais avec la réserve et je suis monté avec l'équipe première qui évoluait en Ligue 2. Donc tu as fait un crochet, excuse-moi, par l'OM, avec Casoni. Par l'OM, voilà, avec Bernard Casoni, qui m'a, on va dire, transmis la fibre pour l'envie d'en faire mon métier, puisqu'à la base je jouais un peu comme tous les gamins, je jouais avec mes amis au quartier, et même signer à l'OM ça ne m'intéressait pas. Tu jouais sur le grand stade, Voilà, ça m'intéressait pas. qui a Herbel, là, le grand stade en haut. Oui, en haut, ouais. En haut, gravier avec le soleil qui sortait derrière toute la journée. Ouais. Le fameux interquartier, c'était quelque chose. C'était quelque chose quand même. Les interquartiers d'Herbel, il fallait qu'Herbel gagne le Dans tous les quartiers, il fallait que le quartier gagne. Il fallait que L'expérience, c'était pareil. La finale est plus durer une ça, heure. au Flamand, c'est pareil aussi, je pense. Oui, ça peut durer comme ici, ça peut durer 1 heure la finale. Tant que t'as pas gagné. C'est-à-dire que le temps additionnel, il est additionnel. Quoi. Ah oui. Donc, s'additionne. voilà, et puis en fin de saison, j'ai eu l'heureuse nouvelle qu'Arsenal et Arsène Wenger himself soient intéressés par ma venue. Donc voilà, je l'ai rencontré à Paris. Il te contacte directement ou c'est ton agent de l'époque C'est Damien Comolli qui était chef du recrutement à Arsenal, qui a fait venir tous les Français. Qui pendant. C'était pas Grimanji Non, Grimanji était encore joueur. D'accord. Grimanji était encore joueur, c'était mon coéquipier. Donc c'était Damien Comolli qui s'est fait passer pour l'ami de mon agent pour apprendre à me connaître. Donc pendant 2-3 semaines, il m'appelait les veilles de match, viens on sort, viens on se voit, etc. Et moi je disais non, j'ai un match, etc. et tout ça. Toi, c'est vrai, il faisait pas le mur. Guy Demel ne faisait pas le mur. Oui. Voilà. Non, mais bon, après 3 semaines, mon agent il m'a dit écoute, c'est Damien Comolli d'Arsenal, fais pas le con, reste tranquille, dors le soir, et puis voilà, je suis être honnête. Et puis voilà, donc il venait me superviser aux entraînements, il venait me superviser aussi en match. Et puis voilà, et puis une petite anecdote en fait, il me dit que le jour où il a pris la décision de me faire venir à Arsenal, c'est le jour où je m'embrouille à l'entraînement en fait. Il me dit voilà, il y a un jour, je suis à l'entraînement, il y avait les Chiese, les frères Les Chiese, ils sont connus, donc j'ai joué avec le plus grand. De la Ciotat. J'ai joué avec le plus grand à Nîmes. On a un entraînement, un peu testostérone, des garçons, des mecs. Ils me taclent 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de la 4e fois, je pense qu'il y a un côté marseillais qui est monté, donc je rentre un peu dedans, le coach arrête l'entraînement, on rentre tous les deux dans les vestiaires. Et Damien Comolli, le jour où je signe, il me dit bah, tu sais quoi Guy, c'est ce jour-là où j'ai vu que tu avais du caractère et que tu étais capable de signer. C'est dingue quand même. Donc comme quoi parce qu'il pensait que j'étais, on va dire au niveau caractère, plutôt lisse. C'est comme si toi, ça venait sur un tournage, il y a un mec qui met un coup de tête, tu fais quoi? J'en ai mis moi des coups de tête, tu rigoles. Tu sais quoi, c'est pareil. Donc ça, c'est important quand même, parce qu'on l'a souvent entendu. Je crois qu'il y a eu une histoire un peu similaire avec Zidane à l'époque quand j'étais jeune. Des trucs où le mec il se marre. Mais parce que t'es gentil, tu sais, enfin, le problème c'est ça. Mais dans le foot, c'est pas plus différent que dans nos métiers ou à l'université. Le problème c'est que quand t'es quelqu'un de plutôt gentil, t'arrives, t'as pas envie de taper. C'est 1 fois, 2 fois, 3 fois, la 4e fois, t'es obligé de t'énerver. Il n'y a pas le risque qu'on dise, bon, lui c'est un fouteur de merde, surtout. Non, tu te seras défendu. Non, mais après ça, ceux qui disent ça, c'est ceux qui, soit qui sont pas capables de le faire, ou soit qui l'ont pas vécu et qui savent pas que c'est la décision qu'il faut prendre. Quand tu es sur un plateau et qu'à un moment donné ça commence à te gonfler, tu dis bon les gars, maintenant je prends 5 minutes, elles sont pour moi, je veux plus un bruit, je veux travailler. Ouais. Il y a plein de gens qui vont dire ah oui c'est la pète et tout, et puis il y a le réalisateur qui va dire enfin il y a mon acteur qui prend les choses en main. Il y a du tempérament. Voilà, il faut avoir du caractère. T'es obligé. Voilà. C'est des métiers d'ego de toute manière, d'ego, si tu trouves pas vite ta place, c'est compliqué. C'est pour ça que c'est pas donné à tout le monde de réussir. Donc ça t'a été bénéfique, on va dire. Donc après, tu t'engages à Dortmund et en Bundesliga. Sacré club, Dortmund, Jaune Noir, Jaune Noir, 88 000 supporters. Ah oui, c'est 88 000, c'est énorme. Alors, quelle différence tu fais entre le championnat anglais et allemand au niveau public? Parce qu'en Angleterre, en Allemagne, il y a la ferveur, mais... Déjà, il y a la ferveur. Les stades sont plus grands. Ils sont plus grands. On va dire les championnats anglais, les équipes anglaises commencent à avoir des nouveaux stades, on va dire aux normes, qui peuvent accueillir une capacité plus importante de supporters. En Allemagne, c'était déjà le cas. La ferveur est énorme. Et puis, le lien club-supporter, et j'ai pas connu mieux. Même après mon 2e passage en Angleterre, j'ai pas connu mieux, sincèrement.
ce qu'il y a entre les supporters et les joueurs. Là, tu parles de l'Allemagne ? De l'Allemagne, oui. Ouais. C'est à vivre. quand même. Oui, bien Tu as sûr. joué à Liverpool, tu as joué. Oui, je me comprends, bien sûr. C'est des stades en fil de rôle. Non, C'est la pour moi, mentalité. c'est pas la mentalité, la manière dont les clubs traitent les supporters aussi. Il faut savoir, c'est vraiment une fête. Déjà, les matchs, comme en Angleterre, ont lieu à 15h. Après ça sera un autre débat. Ça permet aux familles d'arriver plus tôt. Ils arrivent à midi, mangent sur place. Il y a les parcs pour les enfants. Tout est adapté. C'est très important. Si je te dis, je m'adresse aussi à Moussa, si je te dis Crystal Palace, Eric Cantona, Ouais. ça te parle ou pas? Oui, ça me parle, ça me parle. Je pense aussi que ça. Je sais que Sabrina le sait aussi. Ouais, bien sûr. Oui. Mais cela de nous, regarde, tu l'as dit. Non mais par rapport à la proximité avec les supporters, c'est-à-dire qu'il s'est fait traiter de bâtard de français. Oui, bien sûr, beaucoup de choses, oui. Canto, il est allé, je comprends même. Il a payé cher parce que ça lui a coûté quand même Oui, plusieurs mois de suspension, ça lui a coûté l'euro 96, qu'il ne fait pas, parce qu'après il a été écarté. Didier Deschamps et Marcel Desailly, pareil, vous n'étiez pas. Sabrina, ça ne va pas. Mais cela de nous, regarde, Voilà. les inconnus. Donc, tu as été convoité par plusieurs clubs en Italie et en Allemagne, et après tu vas à Hambourg, et tu joues notamment avec Van Luten, qu'on a connu à Marseille. qui était capitaine à Marseille, il me semble. Vers la fin, ouais, qui avait même marqué contre Paris. Surnommé Johnny Westmuller. Tu as joué avec Timothée Touba, Boularouz, et tu as fait partie donc, de la meilleure défense de Bundesliga, entrée aux têtes du championnat, et vous étiez la seule équipe à avoir battu le Bayern. Je détiens le record. Hein. Même, Pas tombé. J'ai fait plus de 10 ans en Bundesliga, jamais perdu contre le Bayern. Waouh, ah ouais, d'accord. Chapeau bas. Ah ouais, là, ça mérite un applaudissement pour tout ça. Bravo. Donc après, malheureusement, tu es en conflit avec Michael Oenning. Et bon, soi-disant axé sur les jeunes, la politique, etc. Et tu t'en vas. Ouais. Et tu es resté quand même, tu signes 5 ans à West Ham. Et Hammers. Ah mince. Les marteaux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce coach? Je pense qu'il y avait, on va dire, une restructuration du club, nouveau président, nouveau directeur sportif, nouveau coach. Donc forcément, les anciens devaient partir. Je pense que c'est un peu comme tout. Comme une entreprise. Voilà, comme une entreprise. Et puis, c'est un peu une fin de cycle. J'aurais dû partir plus tôt. J'étais parti sur l'optique de finir ma carrière là-bas parce que j'étais bien, ma famille était bien. Hambourg, c'est une très belle ville. Et j'avais les opportunités, j'aurais dû partir plus tôt. J'aurais dû sentir le coup quand certains de ces joueurs-là, cadres comme moi, avaient été partis. J'aurais dû partir. Donc après, il n'y a pas de conflit. Ça a été réglé en 2 semaines. Il est arrivé, j'ai compris. J'ai dit, écoutez, je finis la pré-saison et puis je pars. Ouais. Et je suis parti à West Ham, je suis retourné en Première Ligue, je suis retourné à Londres. Parce que, alors, je te blesse peu de temps après ta signature. Ouais. Tu es opérationnel qu'à partir d'avril 2012. Et bon, après tu participes au match décisif pour la remontée. Ce que disait tout à l'heure le grand frère ici présent. 62 rencontres tu as disputé entre 2012, 2013 et 2013, 2014. Et par contre, en 2014-2015, tu participes qu'à 8 matchs avec West Ham. Donc après, il y a Montpellier qui est intéressé. Tu vas finalement apporter ton expérience à Dundee, des maillots orange. Ça me rappelle Senou. C'est pas connu, le SM Senou. Non. Orange, exact. Orange et noir. On dit tango et noir. On dit tango et noir. Voilà. D'accord. Bon, et tu as été. Bon, je fais une parenthèse. Tu as été international ivoirien, tu as joué 2 Coupes du Monde, et tu as eu un accrochage avec Cristiano Ronaldo. Je suis obligé de t'en parler de ça. À la Coupe du Monde 2010. Alors tu as déclaré, Ronaldo se trouvait sur mon côté, puisque je jouais latéral droit et lui offensive gauche pour le Portugal. Le but était d'essayer de le faire sortir de son match, classique. Ça c'est, on voit le Herbellois, le mec de quartier et tout. Ça marchait. Il n'y avait rien d'autre que de l'intimidation. Je l'ai provoqué parce qu'il y avait faute. Il y a eu des mots d'oiseau en anglais. Et quelques minutes après, il a changé de côté. J'avais fait mon boulot. Il a préféré évoluer à gauche. Je pense qu'il a eu peur. J'ai dit ça dans le vestiaire avec Emmanuel Petit. Ouais. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que c'est des rapports de force sur le côté. On en parlait tout à l'heure, même lorsqu'on parlait d'Amavi, petite parenthèse.
Hein. Amavi permet aussi à Payet, quand il joue, d'être plus libre parce que Payet ne vient pas défendre, donc c'est compliqué. Hein. Il faut le trouver le latéral gauche qui va vouloir faire ce boulot-là, ce qui est normal, hein. C'est un joueur créatif. C'est vénère, Payet. Non, c'est un créatif, donc il faut le laisser dans. Voilà, c'est un créatif, donc voilà. Donc oui. bébé, laisse-le dans l'axe. Et du coup, oui, voilà, Cristiano Ronaldo, on parle de 2010, plus jeune, plus rapide, saute plus haut, il frappe des 2 pieds. Donc, pour apporter aussi un déséquilibre à leur équipe, il est bon de partout, hein, surtout le front d'attaque, bien évidemment, mais il évolue, on va dire qu'il est plus performant lorsqu'il est sur le côté gauche, donc face à moi. Et l'idée, c'était de le faire sortir de son match. Mais rien de bien méchant. Voilà, qui se dit c'était le premier match de la compétition, j'ai pas envie de me blesser, donc il a changé de côté. J'ai eu Dani qui est venu sur mon côté, plus facile pour moi, sans lui manquer de respect, plus facile pour moi, et on a apporté un déséquilibre au jeu portugais, match qu'on aurait pu remporter. Ah, elle était belle cette équipe de la Côte d'Ivoire quand même. Ouais, on avait une belle génération, malheureusement on n'a pas gagné de trophée, mais je pense qu'on a amené la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne se qualifiait pas pour les Coupes du Monde, même pas pour la CAN quand je suis arrivé. Et on a permis à toute une nation, et en plus dans des périodes difficiles pour le pays. Politiquement, c'était compliqué. Hein. Alors j'allais y venir parce que dans Parlons Ballon, on parle, le fil conducteur c'est le football, mais on parle aussi de politique et de société et tout. Il y avait eu ce geste de Drogba qui s'agenouille, qui dit on pose les armes et tout. Bien sûr, ouais. Tu peux nous en parler? Ouais, bah déjà c'était une décision qui a été prise par toute l'équipe, hein, par tout le groupe, puisqu'il y avait justement un souci au pays, une séparation entre le nord et le sud. Donc il y a eu la décision de jouer à Boaké, qui se trouve au nord. Justement, c'était symbolique, puisque l'équipe nationale joue à Abidjan, stade Félix Houphouët-Boigny, feu président. Et on a joué à Boaké, et à la fin du match, il y a eu cette scène-là qui était importante. Mais il faut savoir qu'on avait malheureusement, hein, on avait un rôle qui était assez important quand même au pays, parce que lorsque la sélection venait en Côte d'Ivoire, pendant une semaine, il ne se passait absolument rien. C'était un grand pays de football. Donc, tu vois, quand je te dis il que se le passait football, absolument rien. plus que juste les résultats sportifs, non, il ne se passait rien. Parlais, bien sûr. Tout le peuple, il ne se passait rien. Aucune tuerie, rien du tout. Et lorsqu'on partait, les choses recommençaient. C'était plus que des ambassadeurs. Donc c'était là-dessus, c'était quelque chose. Ils avaient la paix pendant... des espèces de casques bleus. C'est important, nous, ça, le football dans la politique. On l'a vu avec le bien que ça a fait au peuple algérien, la victoire des Fennecs à la CAN. Ouais. Bon, c'était moins dramatique que ce qu'il y avait en Côte d'Ivoire, mais il y a eu quand même... Si tu reprends l'histoire de l'Algérie, ce qui s'est passé dans les années 90... Non, je parle de dernièrement, bien sûr, les jeunes... Non, parce qu'il y a eu ça. Pacifiquement. Ça a toujours été lié, on a toujours eu peur, les médias, tout ça, de coller le foot avec la politique, sauf que la politique c'est le quotidien, et le quotidien, le sport roi dans le monde c'est le foot. Donc c'est lié constamment. Quand on parle des Coupes du Monde, quand on parle de cette fameuse Coupe du Monde de 78 en Argentine, avec Videla qui descend sur le terrain et Tarantini qui refuse de lui serrer la main. Je veux dire, il y a eu des actes comme ça qui sont forts. Et le foot, et je me souviens de cet épisode, et je ne suis pas surpris, moi, que les gens ils arrêtaient les violences pendant qu'il y avait le foot, ce que le foot apporte. Après, il y a ceux qui n'aiment pas le foot qui vont nous dire l'opium du peuple et tout ça. On a tous un truc qui nous bouffe la vie et qui nous donne encore plus envie de vivre. Là, c'est le foot pour beaucoup de gens. Et c'est important. Et je pense que des fois, il faut s'en servir. Plutôt que de dire non, on ne se mêle pas. On va continuer avec toi. Donc, tu es en Algérie. Oui, chez le Gomlaïd. Chez le Gomlaïd. Le village de ça va faire mal aux oreilles de mais je ne pense pas qu'ils nous écoutent. Chez le Gomlaïd. Tu es acteur scénariste. Et pour mon plus grand plaisir, tu as grandi à la Sauvagère. Oui. À l'époque, il y avait la ferme avec le lait. Ouais. J'étais à l'angle du boulevard Laraille, du boulevard Romain-Rolland. Il y avait un château. Et je me rappellerai toujours, parce que mon père m'a toujours répété, le premier jour où je suis arrivé d'Algérie, je devais avoir 7 ans. Quand je suis rentré, que j'ai vu le mur cassé, les moutons, les braseros, les femmes et tout, j'ai dit papa, les Français sont trop gentils, ils nous ont fait le village dans leur ville. C'était les moutons dans la baignoire. Exactement. Et il y avait une fontaine au milieu, et moi je jouais au foot dans la cour, et des fois le ballon il allait un peu sur le boulevard Romain-Rolland. Alors justement, parlant de foot, tu étais le dinosaure des Flamands, vrai ou pas? Ouais, on m'appelait comme ça, ouais. Et j'étais bon dans les bras. C'est pas moi qui le dis. Donc, doué pour le football, tu te tournes vers une carrière d'acteur. Ouais. Mais je sais que tu as joué avec Jamel Djermoun, salut. Grand joueur, Jamel Djermoun, énorme joueur. Tu as joué donc au Flamand et au club qui s'appelait les Algériens de Marseille. Le SCAM, ouais.
Il était fier de mon père, j'avais le drapeau algérien et tout sur la poitrine. Vous recevez où à l'époque? Le SCAM, on recevait à Végan. Végan. Ouais. C'est juste. Ouais. Donc en 67, avec ta petite famille, donc vous avez rejoint ton papa qui était venu travailler en France. Donc tu grandis donc à Soigère, au Flamand, et tu te tournes donc vers une carrière d'acteur. Tu prends des cours de comédie et tu commences à jouer à la Criée, à Marseille, et le port, dans des mises en scène de Marcel Maréchal. Donc au début, c'était le début devant la caméra, tu joues dans Mohamed Bertrand Duval. D'Alex Métayer. Alex Métayer en 81. Je faisais le gitan, je m'en rappelle. Tu avais les cheveux longs à l'époque. Ouais. J'ai des dossiers sur toi. Tu as joué aussi dans Navarro avec Roger Hanet. Ouais. En 93. Ouais. 93. 26 mai 93. Et oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans À l'époque. C'est de l'humour. Enfin. Aussi, tu le sais, ça. Vas-y. Donc après, tu as joué le rôle de dealer dans Bye Bye de Karim Gridi. Ouais, voilà. Tu as joué dans Mondialito de Nicolas Wadinov. J'ai interprété Georges, Sachant. Justement, il s'appelait Georges Ahmed. Parce qu'il avait un problème d'identité grave. Mais ça m'a toujours sur le Bertrand Duval. Explique, je comprends pas. Quoi? On a Bertrand Duval, genre. Ouais. Ça me poursuit. Ça me poursuit. Moi, je m'appelle Ahmed Moussa, parce que ma grand-mère, elle aimait beaucoup ce prénom en Algérie, et donc ils m'ont appelé Moussa. Et quand je suis arrivé, j'ai pas vu tout de suite. Même moi, je parlais pas bien français quand je suis arrivé. J'étais trop petit. Et comme j'avais entendu l'hymne national plein de fois, à chaque fois que j'avais le trac, je chantais le Qassamel. Et un jour, j'ai pris une brosse. Donc c'est l'hymne algérien, ceux qui nous regardent, ils ne savent pas. C'est l'hymne national algérien. Et un jour, le prof, il m'a envoyé une brosse dans la tête. Et j'avais pas compris. Et un jour, il m'a raconté son histoire, et il y avait des gens de sa famille qui l'avaient perdu en Algérie. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre, plus tard après, mais la vie m'avait montré la complexité de l'histoire. On peut avoir un prof qui peut beaucoup t'aimer, mais ton histoire, enfin, ce que toi te touche, peut-être ne le touche pas à lui, et ça lui fait du mal. Voilà. Alors tu es un habitué des rôles difficiles, de dur, de mauvais garçon. J'adore ça. Tol d'Alain Robac, Ouais. Truand, dans le 13 Ultimatum. Bon, personnel, moi tu m'as régalé dans l'Immortel et la French. Et je trouve que vraiment, Ouais. tu n'es pas. Oui, je lance une polémique. Moussa, il doit être en avant. Voilà, c'est tout, je le dis. C'est un fan. C'est un grand comédien. On doit avoir son nom en gros, il doit avoir sa tête en gros et tout. Il fait plus rêver que les autres. Voilà. Je le dis, c'est dit. Ça, c'est un cri d'amour. Non, Ça, c'est une vraie ça me touche, déclaration. je sais. Et je suis pas le seul. Sûr, mais je Je te suis pas le seul. confirme. D'ailleurs, à cause de vous trois, j'ai été inondé sur Facebook, les messages. C'est bon. Voilà. Tu parles arabe, espagnol, anglais, italien. Ouais. C'est le mec. Ouais, non. Il est polyglotte. J'ai fait 2 films en Espagne, hein. Dont un qui a fait un carton qui s'appelait El Niño. Si, claro. Si, si, signor. Sí, claro, sí. Sí. Yo te hablas un poquito espagnol, si. Il est Donc, beau. des ça, films, tu en as fait. Après, il y a eu des belles rencontres. Il y en a eu. Jean-Jacques Hano avec 2 frères. Plein. Besson. Tu as joué dans des clips vidéo aussi. Ouais, ouais. Tu as fait Crise de nerfs avec les psychiatres. Mais ça, c'est des frérots. Voilà. Psychiatres, big up, vous avez régalé au stade de Bronze. Grave. Ma fidélité, c'est régalé. Tu as fait les dégâts de Riyad Montel avec Karim Nuno. Non, c'est pas Riyad Montel, les dégâts. C'est d'abord Karim et Nono, la première saison. Eux, ils sont arrivés, les producteurs, après la première saison. Ils sont arrivés à la saison 2, je crois, si je dis pas de Exact. bêtises. Pareil, des jeunes de quartier, De la Sauvagère. de la Sauvagère. Et Et on a joué une scène avec Moussa. ouais, dans son club. Florian Doncraté. Saison 2, épisode 5, les dégâts. Et parce Je vais que. faire payer 10 000 euros, ouais, je vous dis. Ah ouais, ouais. Tu te rappelles Ouais. Putain, Il est horrible. les mecs sont gonflés. 10 000 euros. Qui, moi Ouais, ouais. Moi, je voulais te prendre Le le match, tu te rappelles pas? Ah oui, c'est c'est vrai. dommage. Ah oui, je veux lui prendre des 10 000 euros dans le Pourquoi tu film. fais ça Dans le film. Ah, c'est vrai que tu faisais ça. Ah, c'est Parce que je fais un flic ripou. Et donc, on revient à ça, il y a cette démarche, c'est celle de dire, après, les gens peuvent dire qu'à Marseille, on a les meilleures poules du monde. Ça, donc, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, je me suis porté au secours, pas au secours, mais à l'aide de jeunes de quartier, parce que j'en viens.
Et ça, c'est la seule manière que j'avais trouvé de montrer que j'étais de là. Alors Moussa, je le dis clairement, parce que Moussa, c'est un gars, je dis pas ça, c'est mon ami. N'importe qui, voilà, j'ai mon ami Sofiane que je salue. Il a ouvert son truc de glace, il vient, il lui fait la pub. Le mec, il va ouvrir, il va faire des cure-dents, il va, voilà. Et il le fait, pareil, il ne demande pas, il le fait. Avec le cœur. Nia, comme on dit chez nous. Voilà. Et franchement, Moussa, bravo, parce que je fais partie de ces gens, comme on dit. Mais c'est normal. Comme on dit, tu donnes de la force, et je le dis, tu le sais que je suis sincère, parce que je t'apprécie beaucoup. Moi-même, quand j'ai eu besoin de coups de pub de ta part, tu n'as pas hésité. Et tu l'as fait pour beaucoup de gens. Tu as aidé aussi les SECFA. Voilà, Ma fille, elle est fan. Ah, mais elle est fan. Elle me voit la première fois dont on va faire le film bientôt. Plus le nombre de gens qui disent Moussa, tu peux me faire une vidéo, et tu dis jamais non. Tu dis jamais non pour un selfie. Et Guy, c'est pareil. Sabrina, c'est pareil aussi. Voilà. On va en faire un tout à l'heure. Mais on le vend cher celui-là. Sabrina, c'est important quand même. Bien sûr. Moi, j'ai connu des gens quand j'étais gamin, des joueurs de l'OM. Bien sûr. Je leur demandais un autographe, ils t'envoyaient chier. Mais bien sûr. Père Papin, c'est pas bien ce que tu m'as fait. Oh, les bonnes gens. Oh, le tacle après coup, le mec il joue plus. En plus, Jean-Pierre, je t'ai kiffé alors. Non, mais ça fait de la peine, bien sûr. Mais après, tu appartiens. C'est important. Ben oui, surtout quand tu as. Moi, c'est autre chose parce que moi, mon métier, c'est vraiment derrière la caméra. Tu es producteur, chef d'entreprise, et puis toute ma vie, je l'ai faite derrière la caméra, et c'est la place dans laquelle je me sens le mieux. Mais quand tu deviens un peu connu, quel que soit le poste politique, comédien, joueur de foot, tu appartiens un peu au peuple. Donc les gens, tu te donnent beaucoup. Si tu ne rends pas un minimum, c'est compliqué. Et c'est comme ça, tu sais, tu ne peux pas avoir que des avantages. Il y a des avantages et des inconvénients. Ouais. Mais comme dans toutes les situations. C'est comme à une époque, je ne connaissais pas Guy Demel, mais je voyais des Demel de partout. Ouais. Des Demel, mais voilà, nous on savait. Mais moi j'ai rajouté Demel. Mais sa réputation, le précédent, tu vois, donc on était... C'est Maurice Belouchet qui l'a. Mais c'est la base. Moi je dis, je dis que c'est la base. Je dis que c'est la base. Et il faut surtout... Aujourd'hui, on pousse les gens à être... tu vois, focus sur eux, Non, il y a un truc, et je vais paraphraser un mec que j'aime beaucoup qui s'appelle Stéphane Ayache. Le partage, c'est rendre ce qu'on t'a donné. Ouais. Voilà. Parce que dans la vie, on te donne. Rends-le. C'est pas à toi. Et c'est ça, le partage. Parce que des fois, on dit, notamment, tu as été pro et tout, des fois les gens sont lourds, ouais, selfie, des fois, tu prends une photo, lâche l'affaire, vas-y, le mec il veut passer, il veut fumer sa chicha, il veut manger avec sa femme, ses enfants, ses amis, pas envie que tu ailles, truc. Et vous, parce que moi je vous ai vu à l'œuvre, comme vous faites, toujours disponible, toujours jamais non, machin, et c'est la base. Après, il y a des gens qui sont peut-être plus demandés que nous aussi. C'est pas pareil, tu vois, quand il y a le nombre, après comment tu réagis. Tu peux pas réagir pareil quand tu as autant de public que quand tu es Zidane, qu'un joueur qui joue bien, qui est connu et tout ça. C'est pas pareil, il n'est pas autant sollicité. Sabrina, des fois tu peux être mal luné, tu n'as peut-être pas envie de taper la discute, moi, je débriefer dis, les valises, tu les laisses à la maison. Non, ouais, c'est ça, moi, les valises, tu les laisses à la maison. Un peu, ouais. C'est célébrité ou pas, tu restes un humain avec tes problèmes. Ouais, non, mais tu donnes du rêve aux gens, il ne faut pas le briser. Toi, tu vois, tu parles de Papin, c'est que ça t'a marqué. Ah, moi, ça m'a marqué. Jean-Pierre ah, mais en plus, je suis venu à ton jubilé 9 de cœur en 99. J'y étais au stade aussi. Le cœur dans la tribune gagnée. C'était pour sa fille. Exactement. Et non, moi je pense que il faut donner, il faut rendre. Il faut rendre. Il n'y a rien qui nous appartient, mon pote. À l'inverse, je vais pas rester sur une note négative. Un certain Zinedine Zidane. Elle est pareille, mais. On est en 95. Je travaille stagiaire, j'ai 17 ans, à la rue de la Palue. À l'époque, il y avait la friperie, on achetait tous des très juste. Rue de la Palue. Là-bas. Absolument. Moi, je travaillais à Beaubourg, chez Jackie. Bref, big up Jackie, si tu l'écoutes. Son frère, il vendait des appareils photo à Belzeuse. Ouais. Avec l'accent pied noir et tout. Zinedine Zidane, il joue à Bordeaux. Il était connu que pour les fadas de ballon comme moi. Il me voit, il voit que je le regarde. Il sort et il me dit voilà. Et c'est Zinedine Zidane. Yeah. Ouais. Monsieur Zinedine Zidane. Ouais. ZZ. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui est allé vers le fan. Il aurait pu me lober, me faire un sombrero avant. Genre, ouais, il m'a vu, c'est bon, je trace. Il est venu. Ça va, tu vas bien. Ah oui, moi je l'ai vu signer des autographes quand on a fait un match
un match à Grenoble, au stade des Alpes, je crois, avec plein de joueurs comme Marcel Dib ou Bruno Bellone. Ouais. Il signait, pendant qu'il allait ramasser le ballon en touche, il s'arrêtait, il signait. Les gens qui étaient dans le public, ils collaient sur le grillage, il signait, mais il n'a jamais refusé. Je l'ai pas vu refuser, moi. Zidane, Non, jamais. c'est Zidane. Grand monsieur. Sabrina, on va parler de toi. Oh, Le meilleur pour la fin. vaste sujet. Normalement, les femmes en premier, mais voilà. Sabrina Roubach, c'est aussi ça. La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les... Tant pis, on n'est pas né Sous la même étoile. On n'est pas né Oh, sous la Dieu, même étoile. Hein. Non. Mais à Marseille, oui. Mais à Marseille. Ouais, l'étoile de la Champions League. Tiens, Paris. Tu vois, il a tout ballon, Ça, c'est il est génial. pas sérieux. Il est formidable. Il est pas sérieux. Il veut parler ballon, allez, on parle ballon. Bon, Sabrina. Alors, toi. Oui, moi. Bon, on vient d'écouter, donc, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas, mais bon, s'ils ne connaissent pas ça, ils ne connaissent pas le B.A.B.A. du rap français. Ouais, c'est Ayam, mon Dieu. On vient d'écouter Ayam, donc, Quel groupe, l'école du micro d'argent. quel album. Il est sorti Il y a 20 ans. 97. Ouais. Enfin, 22 ans cette année, ouais, Je mon Dieu. l'ai vu en 96, j'avais 20 ans. Je l'ai revu l'année dernière quand ils sont venus 20 ans. Ça n'a pas pris une ride. C'est incroyable. Ça n'a pas pris une ride. Et c'est pour ça que j'ai confié la musique donc la bande originale de mon documentaire, Djellaba Basket, que je produis pour France 3, à Imhotep. C'est Pascal qui a fait toute la musique et qui... Qui est l'architecte musical. Absolument, Voilà. absolument. Donc tu vois, 25 ans après, Alors Sabrina, tu étais encore jeune étudiante quand tu as rencontré Akhenaton, Le groupe, ouais. qui est Philippe Frajon, Fenji, son vrai prénom. Donc tu l'as accompagné en tant que chargé de prod, donc sur l'école du j'ai d'argent, commencé sur les clips, ouais. et sur Comme un aimant. Et Comme un aimant, son ouais, j'étais premier chargée de long-métrage. production. Donc tu es né à Marseille, tu as grandi à Félix Place. Absolument. Ma mère, elle est née à Salon, donc moi, alors c'est drôle parce que nos papas sont nés dans le même village en Algérie, mais ma mère est née à Salon. Donc moi, si tu veux, je suis jamais allée en Algérie de ma vie. Et on passait toutes nos vacances. En fait, moi, j'ai une culture et une éducation provençale. C'est drôle, mais c'est vrai. J'ai une éducation purement provençale, où on parlait. Et c'est pour ça que pour le bac, j'ai pris option provençale. C'est bien. C'est bien. Alors donc tu es né à Marseille, donc tu as grandi dans la cité à Félix Place, Oui. 3e arrondissement. Donc tes connaissances du territoire permettent de tourner dans des zones sensibles. Hein. Tu as travaillé auprès du producteur donc Thierry Aflelou. Ouais, j'ai commencé avec Rien à Thierry. voir avec Alain Aflelou. Non. Ça, c'est des. Beaucoup Oui. de très beaux documentaires. Au sein Voilà, de Thierry, Comic Strip Production. Comic Strip, ouais, Comic Strip Production. Et Thierry, on s'est rencontrés sur les. Il était directeur artistique à l'époque sur les clips d'Ayam, notamment l'école du micro d'argent. Donc tu vois, c'est des milieux où tu restes quand même en famille. Donc j'ai travaillé aussi avec Paul Sadou, Et j'ai racheté. Absolument, et j'ai racheté Seconde Vague Production l'année dernière. Tu es la Qatari de Félix Place. Ah, moi, je suis un peu la cata. On C'est rigole, un truc hein. que j'achète. Non, je suis plus sympa. Alors, donc en 2014, avec tes riches expériences, tu décides de créer ta propre maison de production, Burkin Production, afin de lancer des projets plus personnels. Donc tu effectues les repérages pour Marseille. Et je commence par ça. Ça a été beaucoup critiqué, Marseille. Ouais, très injustement. C'est du Marseille, bah, Et c'est rigolo parce que je rencontre, enfin je suis sur la série parce que Florent Emilio Siri était réalisateur des clips d'Ayam il y a 25 ans. On a tous démarré ensemble. donc, Et après je fais la production exécutive. C'est-à-dire une fois qu'on a fini les repérages d'écriture avec Dan Franck, qui est mon Produit témoin par Pascal adoré, Breton. que j'embrasse. Produit par Pascal Produit par la production déléguée, c'était Pascal Breton, Fédération Entertainment. C'est lui que les Américains viennent chercher à Paris et quand ils viennent à Marseille, ils me rencontrent et puis après on commence à bosser ensemble et je venais moi de créer ma boîte. Donc c'était un projet démesuré, immense.
et un travail de fond avec Pascal et Dan sur le scénario incroyable, dans le fait d'aller comprendre ce qu'était la ville. Moi je savais ce qu'était ma ville, mais ils ne connaissaient pas la ville, ils ont voulu aller voir les moindres recoins. Donc on a vu tout le monde. Dans le 2, tu sais pas. Non, on n'a pas fait la saison 2 avec Dan, Dan quitte la saison 2. On a vu que tu n'es pas le futur. Parce que quand tu fais un stade vélodrome en bleu et en jaune, à Mayol, voilà, on s'est dit, mais les mecs, d'ailleurs, il a soumis des idées, Philippe Pujol, je sais. Tu vas bientôt venir à Parlement Ballon. Et dans le 2, on se dit, mais. Philippe est co-scénariste de la série. Oui, bien sûr. c'est l'idée qu'il a suggéré. Mon Dieu. Puis imagine avec l'accent marseillais. C'est pas possible. Connaît... Non, mais alors, n'oublie pas, elle a été. Ouais, puis là, je pense qu'il a voulu faire un truc que C'était une mauvaise idée qui. Parce qu'en fait, voilà. il gardait l'accent quand il était avec le peuple. Parce qu'il y avait une politique qui faisait ça. Moi, on m'avait. Voilà, on ne citera pas son nom parce qu'on est poli. Et comme je disais tout à l'heure, le meilleur des acteurs peut se tromper. Bien sûr. L'erreur est humaine. Recommence. Mais la saison 1 de Marseille, ça a été. On dit football. Absolument. Le football, ça plaît au peuple. Mais c'est. À Marseille, on ne dit pas football, on dit ballon. Mais n'oublie pas, déjà, c'était une fiction. Elle a été fabriquée pour l'international, elle n'a pas été fabriquée pour les Marseillais. Donc le public était beaucoup plus large que ce qu'on n'a jamais connu, nous, de toute manière, dans la production. Série la plus regardée, Russie, Chine, Brésil. Vladimir Poutine, c'est et bon, et Depardieu, bien sûr, il y est pour beaucoup, mais ils ont choisi le meilleur scénariste de France, d'un Alors, Moussa est une femme qui a grandi dans un quartier qui fait les Américaines, Netflix. Extraordinaire. Beaucoup de respect. Respect. Beaucoup de respect. Non, mais j'ai. C'est des années. Elle fait pas du tapage autour de tout ça, parce que c'est quand même. Netflix, on parle de ça il y a 3 ans, maintenant presque 4 ans. Non, Netflix, 5 ans, c'est en 2019. Sabrina, c'est tout un sous-marin. Tout un sous-marin, voilà. Redoutable. Quelqu'un qui dit, regarde, j'ai fait un tout petit truc. Là, c'est des gros trucs qui sont faits dans toute. Tu vois. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, à travers Guy, à travers toi, à travers Sabrina, et à travers l'émission qui est regardée par beaucoup de jeunes, c'est pour leur donner l'espoir, leur dire que tout est possible. Il faut oser. Croire en ses rêves. Et c'est ce que surtout ton mari a dit la dernière fois. Absolument. Avec Jean-Philippe, surtout des rêves, et pas forcément que je fais des rêves, que tout le monde soit au courant. Non. Aujourd'hui, et des rêves à sa mesure. Ouais. On n'est pas obligé de rêver d'être. Des réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde. C'est pour ça que j'y suis pas. Tout le monde veut être la vedette d'un jour. Et c'est pas ça la vie. La vie, c'est tout un processus. Parce que tu parles on parle de Netflix, donc de la série Marseille, mais derrière il y a 20 ans de travail. C'est 20 ans de carrière. On n'imagine pas le nombre de tournages que j'ai fait. Moi, enfin, j'ai pas travaillé que sur des séries comme Netflix. J'ai fait des séries cuisine. C'est important aussi de rappeler, tu vas nous éclairer là-dessus. Quand Sabrina tourne à Félicien, ça fait aussi des emplois pour les gens. Bien sûr. Et puis ça éveille des ambitions, des passions, des inspirations. Et je travaille beaucoup sur ces sujets-là. Je pense que de toute manière, le cinéma est un bon vecteur d'employabilité pour les jeunes, parce que tu n'as pas besoin d'avoir une grande formation universitaire pour travailler sur un tournage, de la régie. Et je vais très souvent à Los Angeles, tu t'aperçois que les studios sont placés dans les banlieues et qui on emploie des gens sur place. Et c'est pour ça que je porte un projet moi, de backlot sur Marseille, parce que je crois à ça, et dans les quartiers nord, parce que le foncier, bien sûr, après on fait du business, le foncier est accessible, mais je veux pouvoir, et avec Moussa, il a une méga idée qu'on va développer dès que j'aurai bouclé les financements, c'est de créer une école d'acteurs. Enfin, il y a tellement de... C'est ce qui est reproché à Plus belle la vie, où on dit il n'y a pas de Marseillais, ou quasiment pas. Ouais, mais derrière qui travaille? Ouais, mais bon, c'est un faux procès. Derrière qui travaille? C'est 450 techniciens marseillais. Ça te fait vivre 450. À la régie, ouais. Bien sûr. Donc, regarde toujours ce qui est aussi, moi, je défends le service public, et puis j'ai toujours défendu Plus belle la vie, parce que Plus belle la vie, moi, j'ai connu Marseille en 2004. Donc forcément Marseille, t'imagines, j'ai mon premier tournage 96, Santino, tu imagines 96, un court-métrage avec Akhenaton. Il réalisait ça avec Kamel Saleh. Enfin, 2004, Plus belle arrive avec France Télé. Enfin, ils forment des techniciens. Non, attention, ça c'est très bien pour la vie, je ne critique pas d'ailleurs. C'est énorme. Il y a
Marciano qui va venir. Ah oui, mon ami, Alors, je t'embrasse, tu es mon ami. Marseillais, ah, Bien sûr. Marseillais, les gens le savent. Grand comédien et en plus humainement exceptionnel. Alors Sabrina, donc, tu as développé donc, tous tes projets de fiction avec la Corée du Sud. Je travaille beaucoup avec la Corée. Tu vas loin quand même. Bien sûr. Jusqu'à là-bas. Donc, Quand on est né à Félix Pierre, tu sais quoi, on craint des gueules. C'est-à-dire que tu sais quoi, une fois que tu t'as plus peur de rien dans la vie. C'est Tout à l'heure, clair. je parlais de Moussa et de Guy qui donnait de la force donc, aux jeunes, etc. Mais toi aussi, tu donnes de la force puisque tu as créé un think tank afin de travailler sur des sujets, sur la dépénalisation. Mais je le fais du cannabis parce que je porte, enfin je crois à ça. Et un projet d'insertion, ça c'est important, pour les jeunes des quartiers défavorisés au métier des industries créatives Ouais. avec les apprentis d'hôtel. Grâce à Philippe Pujol qui m'avait connecté avec les apprentis d'Auteuil. Et c'est pas juste de venir de faire un speech. Ils ont développé, les apprentis d'Auteuil, tout plein de cursus pour accompagner les jeunes sur des projets donc de réalisation parce que c'est des geeks. Maintenant, avec un téléphone, tu arrives à faire un montage. Un téléphone, tu fais un montage. Donc, il y a tout plein des tas de métiers. Il y a 43 métiers identifiés dans nos métiers. Et, enfin, tu imagines le panel de costumier à régisseur, à monteur, à réalisateur, à cadreur, enfin, comédien. Donc, Chef électro. et juste pour rebondir sur ce que disait Moussa, moi je dis toujours, il faut avoir des rêves pour soi, pas des rêves pour les autres. C'est-à-dire, je me suis moi jamais fixé de rêve en me disant oh, je vais être ça pour qu'un tel. Non, il faut fixer des rêves à sa mesure. Alors justement, si quand tu t'es Essayer. gagné à Félix Piat, trop flamme, Mais moi j'étais super heureuse à Félix Piat. comme cela, si RB. on t'avait dit que tu serais footballeur professionnel, que tu aurais des Arsène Wenger, si on t'avait dit que tu serais un grand acteur, si on t'avait dit que tu ferais. Ah moi je savais. Tu savais. Ça dépend, mais ça, Non, moi, je savais, non. on n'hésitait Je pas, savais. vous êtes tombé dessus. Attends, Je savais que je ferais quelque chose de ma Toi, vie. tu savais. Ouais, Ça, moi, je savais. parce que quand tu t'es Non, gagné- je savais que je ferais quelque chose de ma vie. Après quoi, je sais pas, mais je savais que je. Ah, je voulais être footballeur, moi. C'est vrai. Ah ouais, j'aimais trop le foot. Mais à l'époque, ça payait Wello. Ouais. Jean-Charles de Gaulle nous a dit que quand il jouait avec les Minots, il était payé, je crois, 600 € par mois, un truc comme ça. Ouais. Et en plus, il n'avait pas le droit d'avoir un boulot à côté. Ouais. Donc, Ah, il y avait. Oh, d'accord. les gages et tout, c'était interdit. Et toi, Guy, est-ce que quand. Ouais, on en a parlé tout à l'heure, je ne rêvais pas d'être footballeur. Au début, je jouais pour jouer avec des amis, Ouais. C'était vraiment voilà, être avec des On potes. rêvait d'être et heureux, voilà. Guy, non? Voilà, Moi, je rêvais d'être heureuse. voilà, Je voulais être connaissais pas heureux, mon je faisais métier. mes études, voilà, je viens d'une famille où mes parents, l'école c'est très important. Donc l'idée c'était de pouvoir rendre mes parents fiers de moi et finir mes études. Le football c'était ma passion, c'était avec mes potes et puis comme j'ai dit, mon passage à l'OM et surtout avec Bernard Casoni, là je me suis dit Alors, justement, ok, Guy, je vais en faire. toi qui as une académie qui s'appelle l'École des Champions, qui a aussi foot en salle à Saint-Marcel, mon club 2.0. Donc allez-y, c'est génial. Pour tous les mecs qui auraient rêvé d'être footballeurs, vous pouvez vous rattraper, vous avez les buts. Comme ils sont filmés. Non, mais c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Donc voilà. Est-ce que tu peux dire, caméra, aux parents gaga qui aiment le football amateur, que le plus important, c'est que leurs enfants ils travaillent bien à l'école. Alors, Et pas c'est là la pour base. payer leur futur Audi ou leur villa à Marbella ou je sais pas où. Est-ce que tu peux le dire, toi qui as été pro? Nous, on n'a pas été pro, ça, il en a. Il Non, mais était je pas pense- loin, moi j'ai été très loin, mais est-ce que toi tu peux le dire? Ah, je pense que c'est comme tout, je pense que c'est pareil même pour être acteur, Comédien. pour être comédien, je pense que c'est la même chose. Moi on m'a dit, lorsque je suis arrivé, premièrement ce qu'on m'a dit Dennis Bergkamp, c'est on dira que tu es un joueur professionnel à la fin de ta carrière. Pourtant j'avais déjà mon contrat pro signé. Il m'a dit c'est pas là tu n'es pas professionnel, à la fin de ta carrière tu feras le bilan et tu feras si tu es professionnel. Ouais. Donc déjà. Et puis la deuxième chose, C'est bien les parents qui regardent. et puis la deuxième chose, c'est que je dis souvent quand on fait les académies, les stages, je dis aux parents, votre enfant a plus de chance, s'il fait des bonnes études et qu'il a le diplôme de médecin, il sera médecin. Football, tu peux être bon, mais tu n'es pas forcément. Pas forcément professionnel. Mais Tu n'es quand pas tu forcément vois ça, je suis professionnel. sûr qu'ils te Et croient. les comédiens, c'est pareil. Et c'est pareil pour comédien, c'est pareil parce qu'il y a tellement de facteurs, tellement de critères qui La passent chance, après, il y a les parcours, Bien sûr, les il y a les parcours, les opportunités, décisions, les choix, parce que c'est aussi les des choix, rencontres. c'est Les choix, les c'est- rencontres. c'est beaucoup de choix, des rencontres. Et ça, personne peut aujourd'hui affirmer que. Et tu vois, Guy, ça me fait penser à une chose. En Corée, par exemple, je suis très très amie avec l'un des plus grands comédiens qui s'appelle Kang Dong-won. Là-bas, il est ingénieur. Et là-bas, ils ont un principe simple, c'est tu veux être footballeur, tu veux être comédien. Et les études,
Et quand tu as fini tes études, effectivement, tes parents te laissent vivre à peu près ta vie. Et c'est pour ça qu'il y a des carrières qui démarrent très tard. Parce que la formation, on va dire l'école, l'éducation, c'est le centre de leur vie, de leur vision pour le pays. Parce qu'ils se disent, si demain ça ne marche pas, au moins tu as un métier, tu sais faire quelque chose de tes idoles. Mais on parle de football et je suis content que Guy a fait passer ce message. Mais Il est magnifique, ce quand on voit maintenant la télé-réalité, les dégâts que ça fait sur le cerveau, vous qui êtes des vrais professionnels du cinéma, c'est catastrophique. Alors ne les accable pas. Non, j'accable pas, ça me fait peur. Moi, ça me fait peur aussi. J'ai des enfants, je leur interdis de regarder la télé-réalité. Parce que Koh-Lanta, c'est Trois filles, j'ai peur. J'ai peur. Parce qu'aujourd'hui, ça c'est pas tant que je l'apprends. On leur fait presque comprendre que c'est un métier et que non. Oui, mais ça dépend. Pareil, on parle de l'éducation. Tu sais, tu disais, oui, c'est vrai, je suis une affaire experte, mais tu sais quoi, je souhaite à ma fille d'avoir l'enfance que j'ai eue. J'ai eu une enfance extraordinaire parce que j'avais des parents au top. Une mère qui s'est occupée de nous, l'éducation, l'école. Elle nous chronométrait quand on rentrait de l'école. On avait 5 minutes. Au début de Princesse Sarah, tu étais déjà out. Tu finis. Disqualifié. T'avais perdu déjà. Donc voilà. Tu regardais plus Goldorak que Princesse Sarah. Oui, c'est vrai, t'es pas obligé de dire toi. Actarus. C'est ça. Mais le truc, c'est ça, c'est que, bien sûr, mais moi, je suis pas pour l'interdit. Moi, ma fille, regarde, elle vient avec moi sur les plateaux, elle vient avec moi en montage, elle sait tout ce que je fais. Mais je l'empêche pas de regarder parfois. Il faut leur expliquer qu'être allongé sur un transat. Mais c'est toi le parent. Mais c'est toi. Oui, mais c'est toi le parent. C'est toi le parent, c'est toi qui éduques tes enfants, c'est pas la télé. Moi, ma mère, elle ne nous empêchait pas de regarder, enfin, à l'époque, c'est comme, bon, c'est vrai que le Club Dorothée, c'est pas tout à fait, mais l'époque a changé. Le Club Dorothée, c'est la télé-réalité de maintenant. Sauf que c'était plus doux parce que l'époque le voulait, mais je pense que d'interdire déjà, c'est pas top parce que les enfants, du coup, comment dire, ils le feront de toute manière, ils le feront en cachette. Et c'est aux parents, parce que tu parlais tout à l'heure de qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les solutions par rapport à tout. L'éducation, les parents. Déjà, il faut que les parents ils lâchent pas l'affaire. Quand les parents lâchent pas l'affaire, déjà, tu as plus de chances d'y arriver. Et après la société fait son travail. Les jeunes qui nous regardent, le message est passé. Moi, grande personnalité là. Voilà. Alors Sabrina, on va finir sur toi. Donc, tu es aussi élue consulaire, tu as plusieurs casquettes. Oui. À la Chambre de commerce, tu es administratrice du World Trade Center, c'est le grand bâtiment d'air au Centre-Bourse, la cité des entrepreneurs. Et non, je suis vice-présidente de la cité des entrepreneurs. Vice-présidente. Et tu as reçu un prix coup de cœur du jury en 2016, le Women's Award de la Tribune. Absolument. Femme de l'année sur la nouvelle ingénierie financière. Pour la création de mes fonds d'investissement. Bien sûr. Ah mais moi je l'avais applaudi quand elle a eu. Ouais, il m'avait applaudi. Est-ce que c'est un petit ballon d'or du cinéma quand même? Oui, c'est un beau ballon d'or là. Ah, oui, là on a des beaux projets. Il y a des, je pense que on va.